Donc, je vais essayer de faire une petite synthèse des travaux récents. Alain Fischer vient de vous parler de l'athérosclérose et de l'inflammation, mais je vais vous faire une petite synthèse de ce qu'on sait sur, et de ce qu'on pense être les voies les plus importantes pour le moment pour essayer de traiter l'inflammation dans l'athérosclérose, que ce soit du côté de l'immunité innée ou de l'immunité adaptative. Et voici mes conflits d'intérêts. Je ne travaille pas avec l'industrie. Et comme Alain l'a dit, je suis à Cambridge et à l'INSERM et j'ai des travaux, j'ai eu de l'argent de l'Europe par European Research Council. Donc, en fait, c'est ça la maladie qu'on aimerait traiter. Ça, ce sont des exemples de plaques d'athérosclérose coronaire, des artères coronaires humaines qui irriguent le cœur. Et normalement, ça, c'est la lumière vasculaire. Normalement, cette lumière, ça devrait être un cylindre, comme un cylindre patent, avec du sang qui passe à l'intérieur. Et vous voyez toute cette plaque-là, ça c'est la plaque d'athérosclérose qui commence à obstruer la lumière vasculaire. Et encore, cette plaque d'athérosclérose n'est pas très dangereuse, parce qu'en fait, le malade ne souffrirait qu'à l'effort, parce qu'à l'effort, il a plus besoin de sang qui arrive au cœur pour essayer d'oxygéner le cœur. Mais au repos, le sang qui passe par cette petite lumière suffit très bien. Et parfois, à l'effort, peut-être qu'il y aurait un apport moins important. Et vous voyez que cette plaque d'athérosclérose, elle est très fibreuse. Tout ce qui est bleu, là, c'est de la matrice extracellulaire, c'est de la fibre. Et vous voyez à l'intérieur, là, ce qu'on appelle un corps nécrotique, là où il n'y a pas de fibre du tout, qui est beaucoup plus grand ici. Vous voyez que ce type de plaque n'a rien à voir avec l'autre. C'est un énorme corps qu'on appelle corps nécrotique. Je vais revenir sur ça, comment il se forme. Et la chape fibreuse là, qui sépare ce corps nécrotique de la lumière vasculaire, vous voyez comment elle a aminci ici, elle est très très mince, et elle a rompu par endroits, et c'est ça qui a provoqué la formation de caillots qui obstruent complètement la lumière vasculaire. Et ça arrive au repos, hein, ça n'a pas besoin d'effort. Et vous voyez, là, bon, il y a plein de gens, je sais, enfin plein de gens, quelques-uns en France qui commencent à dire que le cholestérol n'a rien à voir avec l'athérosclérose. D'accord? Alors, vous voyez de vos yeux, ça, c'est des cristaux de cholestérol, vous les voyez là? Il y a des cristaux, ça, c'est des cristaux de cholestérol qui sont dans la plaque. Donc, parce que j'ai entendu quelqu'un dire qu'il n'a jamais vu de cholestérol dans la plaque d'athérosclérose. Donc, ça, ce sont des cristaux de cholestérol dans la plaque d'athérosclérose humaine. Et il y en a très peu ici, il y en a beaucoup plus là, et qui, on va voir, induisent l'inflammation et cette formation de corps nécrotique qui rompt. Et ce noyau nécrotique, il fait thromboser, il fait coaguler le sang, parce qu'il active un facteur qu'on appelle le facteur tissulaire, qui est le facteur extrinsèque de la coagulation, à cause des cellules mortes par apoptose, je ne sais pas si tu en as parlé, mais qui commencent à exprimer des phospholipides anioniques qui activent énormément les facteurs de la coagulation. Et quand ces corps apoptotiques et nécrotiques ne sont pas éliminés, et on va voir qu'il y a un rôle important dans leur élimination, ben, ça fait thromboser le vaisseau quand il rompt. Alors ça ce sont les facteurs classiques de l'athérosclérose, hein, lipides, LDL, ApoB 100, LDL, diabète, obésité, tabac, etc., hypertension artérielle. Et ce qu'on voit, comment on traite la maladie athéromateuse maintenant, les gens qui ont des maladies coronaires et des plaques carotides, etc., on les traite en diminuant leurs lipides, en traitant le diabète, en diminuant l'hypertension artérielle. Donc ça, ce sont des facteurs qui sont à l'origine, au départ, qu'on appelle des facteurs de risque. Hein, et on traite les conséquences terminales. On traite, par exemple, on leur donne des antiplaquettaires, des antithrombotiques, une fois que la plaque a rompu. D'accord ? On ne traite, et vous allez voir qu'on ne traite absolument pas tout ce mécanisme-là. Tout ce mécanisme de développement de la plaque, ce qu'il y a entre les facteurs de risque et les événements terminaux, on ne s'en occupe pas. Maintenant, on commence, avec canakinumab, l'étude de Cantos, on commence à traiter, et tous ces événements qui sont entre ça et ça, ce sont des événements contrôlés d'une façon très importante par l'inflammation. Et je vais vous montrer ça. Donc, en général, je vais juste donner des exemples, hein, parce que je n'ai pas le temps de tout décrire, mais donner des exemples typiques pour vous montrer quelle est l'importance de le rôle de l'inflammation dans l'athérosclérose. Ça, c'est, par exemple, il y a des facteurs, des variations, des variants génétiques qui sont associés à la maladie athéromateuse et sont associés d'une façon causale, parce que, par exemple, ce variant génétique, il est associé à une modification de ce variant génétique dans le récepteur à l'interleukine 6, qui est une cytokine parmi les cytokines. Il est associé à
des taux différents d'IL6 récepteurs dans le sang circulant. Ces taux sont associés à ici une protection contre l'athérosclérose et le variant génétique qui est associé à une variation du IL6 récepteur dans le sang, il est lui aussi associé à une variation, à une diminution du risque athéromateux. Et ça, c'est un rapport avec cette diminution du risque que vous voyez ici, en fonction du variant génétique, de l'existence du variant génétique, elle est associée à une réduction d'un facteur qu'on appelle la C-réactive protéine, qui est un marqueur systémique d'inflammation. Donc en fait, ce que nous dit cette étude-là, qu'il y a un rapport entre génétique, il y a des variants génétiques causales de la maladie athéromateuse qui probablement agissent en régulant l'inflammation. Et on sait très bien que cette CRP, par exemple, cette C-réactive protéine, depuis très longtemps, que plus elle est élevée, plus on a un risque de faire des maladies cardiovasculaires. Et vous voyez que les gens traités par aspirine, par exemple, ils peuvent avoir une réduction de leur inflammation pour des mécanismes particuliers. Et quand on traite par des statines, qu'il faut prendre quand on a des cholestérols élevés, ça diminue le risque vasculaire. Et ce qui est intéressant dans ces études-là, c'est que le risque vasculaire il est diminué en fonction de la diminution du cholestérol et en fonction de la diminution de l'inflammation. Ça veut dire que, vous voyez ici, ça c'est le taux, le risque de faire une maladie cardiovasculaire quand vous avez à la fois des taux élevés de LDL, cholestérol, et une CRP élevée. Si vous avez les deux qui sont bas, LDL bas inférieur à 70 mg par décilitre et CRP basse inférieure à 2 mg par litre, vous avez une diminution significative du risque et vous avez un risque intermédiaire si l'un ou l'autre est bas ou élevé. Donc en fait, il y a une association et une complémentarité entre les deux. Et maintenant, on parle de facteurs de risque résiduels, parce que vous savez que les malades sont traités par des hypolipémiants, par des statines ou autres hypolipémiants, et on arrive à diminuer leur LDL cholestérol, mais il reste des taux de LDL cholestérol élevés dans la population. Et il reste des gens avec des taux de CRP élevés, malgré tout le traitement qu'on leur a donné. Et c'est ce qu'on appelle des facteurs de risque résiduel. Et là, on donne un exemple seulement pour le cholestérol et la CRP. Vous voyez, ça ce sont des données d'études cliniques. Ça veut dire que les malades sont hyper bien contrôlés, traités, suivis, etc. Et malgré tout ça, vous voyez qu'il reste un facteur résiduel inflammatoire, ici en bleu. 30% des gens qui sont hyper bien traités pour le moment ont toujours de la CRP élevée et 44% ont à la fois l'un ou l'autre élevé. Et ça, ce sont des études, non, les deux, c'est en vert, mais vous voyez que dans les registres, ça veut dire dans les études non contrôlées, dans la population tout venant, quasiment la moitié de la population a un risque résiduel, soit d'augmentation du LDL, soit de CRP. Alors maintenant, le LDL, on arrive à bien le traiter. L'augmentation du LDL, après les statines, maintenant, je ne sais pas si Alain Fischer vous a parlé de ça, mais il y a des traitements maintenant qui sont très très efficaces pour diminuer le cholestérol, qui sont des inhibiteurs de PCSK9. Et on doit être fier de ça, parce que les découvreurs de PCSK9, ce sont des Français. C'est l'équipe de Catherine Boileau, avec Marianne Abifadel, qui ont découvert au départ des variants génétiques de PCSK9 de gains de fonction. Les gens avaient des gains de fonction de ce gène-là, avec une augmentation de cette PCSK9 et une augmentation du taux de LDL cholestérol. Et ces gens-là étaient à risque de maladie cardiovasculaire. Et il y a des Américains qui ont découvert qu'il y a des variants génétiques de perte de fonction. Et ces gens-là avaient des taux bas de LDL cholestérol et avaient moins de risque cardiovasculaire. Alors ça c'est marrant parce que vous entendez les gens, ces gens qui remettent en cause le cholestérol et son rôle dans la maladie cardiovasculaire, ils disent oui, les statines ont des effets indésirables, etc. Mais tout ce que je vous raconte sur l'effet des statines sur le bénéfice cardiovasculaire, et malgré le fait qu'il y ait certains effets indésirables. Tout ça, c'est comptabilisé dedans. Et le fait que la nature elle-même a fait des expériences. Hein. Ce que je vous raconte là, ce sont des expériences de la nature. Quand je dis gain de fonction de PCSK9, ce n'est pas moi qui ai fait ça, hein. C'est la nature qui a introduit une mutation et qui a augmenté le taux de PCSK9. Il se trouve ces gens-là ont plus de LDL cholestérol, et il se trouve ceux qui ont plus de LDL cholestérol, ils ont plus de maladies cardiovasculaires. Et l'inverse est vrai, quand il y a une perte de fonction, moins de cholestérol, moins de maladies cardiovasculaires. Et ça, ce n'est pas uniquement pour le PCSK9, c'est pour l'HMG coenzyme A réductase, pour le récepteur LDL, tout ça. Ce sont des expériences de la nature.
hein, donc, qui vous montre que le cholestérol est important. Donc là, maintenant, on utilise ces connaissances et les gens ont fabriqué des inhibiteurs de PCSK9 et vous voyez que ça, ce sont des gens traités par des inhibiteurs de PCSK9, ça c'est le taux de LDL cholestérol. Et vous voyez qu'une diminution drastique de 70% des taux de LDL, hein, et continue pendant le traitement. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit le cholestérol et vous voyez, et ça réduit en même temps les maladies cardiovasculaires, encore plus que surajouté au traitement initial de statine. Et vous voyez qu'il y a une relation directe entre la baisse du LDL cholestérol et la baisse des maladies cardiovasculaires. Elle est pratiquement linéaire. On ne sait même pas si, pour le moment, s'il y a un taux plus bas, s'il y a une limite. Et ça, ce sont des observations sur des dizaines, centaines de milliers de gens plus tard. Et là, vous voyez que ça, c'est chez l'homme. Mais en fait, chez l'animal, dans certains modèles, c'est exactement la même chose. Ça, c'est une relation ça c'est chez la souris, et ça, c'est une relation directe entre le taux de cholestérol et la taille des plaques d'athérosclérose. Ça, c'est une souris où les gens ont surexprimé l'ApoB100 humaine qui donne un équivalent du LDL cholestérol. Et vous voyez, plus les souris ont de lipides, et plus ils ont une augmentation de la taille des lipides. Alors là où les choses deviennent compliquées et qu'il n'y a pas que les facteurs de risque, et là je vous donne l'exemple uniquement du cholestérol ici dans cette conférence, mais c'est pareil avec d'autres facteurs de risque, c'est qu'il n'y a pas que le taux qui est important. Il y a aussi que pour le même taux de LDL cholestérol, il y a des gens qui ont différentes susceptibilités à l'athérosclérose. Et pourquoi? On pense parce que comment l'organisme réagit à ce LDL cholestérol, et en particulier s'il réagit avec beaucoup plus d'inflammation ou pas. Par exemple, ça c'est le taux de LDL en fonction de la taille de plaque d'athérosclérose. Ces gens-là, ces chercheurs, ce qu'ils ont fait, ils ont empêché, ils ont muté le domaine de liaison des ApoB, des apolipoprotéines B, à la matrice extracellulaire. Hein? Quand les LDL rentrent dans la paroi, tout ce qu'elles font au départ, c'est qu'elles sont piégées dans la paroi de l'artère. Elles ne sont pas du tout piégées dans la paroi de la veine parce qu'elle est très fine. Et les LDL traversent la paroi de la veine de part et d'autre. Elles ne restent pas dans la veine. C'est pour ça qu'on ne fait pas d'athérosclérose dans les veines. Alors que dans les parois artérielles, il y a une matrice particulière qui piège les LDL. Et donc, ces gens-là, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, il n'y a pas très longtemps, hein, c'était en 2000 à peu près. Donc, ce sont des connaissances relativement récentes. Et les LDL, si on empêche ce domaine de liaison à la matrice, vous voyez que pour le même taux de LDL, il y a 3 fois, 4 fois moins de plaques. D'accord? Donc, si on empêche, pour le même taux de LDL, regardez la taille des plaques ici, regardez la taille des plaques ici. Donc, si on empêche les lipides de se fixer sur la matrice extracellulaire, elles peuvent toujours rentrer. Si elles ne se fixent pas, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faut qu'elles se fixent, il faut qu'elles soient attrapées dans la paroi. Et une fois qu'elles se fixent et elles sont là-dedans, elles se modifient. Et en particulier, on dit qu'elles s'oxydent. Elles se modifient. Il y a des réactions d'oxydation qui modifient et qui génèrent de nouveaux antigènes au niveau de nouvelles structures qui n'étaient pas connues avant. Et on va voir que ces structures activent le système immunitaire. Et donc, ça, c'est dans l'aorte fétale humaine aussi. Hein. C'est pas la souris, mais maintenant on passe à l'homme un peu. Et pour vous montrer que dès les toutes premières étapes de formation de l'athérosclérose, ça se passe déjà chez le fœtus, dans l'aorte humaine du fœtus. Vous savez que les fœtus qui viennent de mères hypercholestérolémiques, rien que pendant la période de la grossesse, ont beaucoup plus de stries lipidiques dans leurs aortes que les fœtus qui viennent de mères normocholestérolémiques. Déjà, donc pendant cette formation-là. Et quand on regarde la composition de ces plaques, donc quel que soit le type, que ce soit la mère hypercholestérolémique ou temporairement hypercholestérolémique ou normocholestérolémique, au départ, la composition de ces lésions est exactement la même. Et regardez ça. J'adore cette expérience parce que c'est très intelligent, c'est très simple, c'est simplement des marquages pour regarder qu'est-ce qui se passe, mais on peut en déduire des choses intéressantes. Regardez, alors. Là, ils ont marqué les macrophages, ils ont marqué les lipides oxydés, ils ont marqué les lipides natifs qui n'ont pas encore été oxydés, et l'association entre ces marqueurs-là. Et vous voyez que quand il y a quasiment jamais de macrophages dans la paroi vasculaire seule.
Hein, c'est très peu. Il y a très peu de probabilité de trouver des macrophages seuls. Il y a très peu de probabilité de trouver des macrophages avec des LDL natives. Là, d'accord? Et la probabilité la plus importante, c'est de trouver une association entre macrophages et LDL oxydés. Donc, en gros, s'il n'y a pas de LDL, il n'y a pas de macrophage. Et s'il y a seulement des LDL natives, il n'y a pas de macrophage. Donc, il faut que les LDL rentrent, soient attrapées, s'oxydent, et à ce moment-là, elles attirent des macrophages. C'est marrant, ça, hein? Et c'est ce que les gens ont montré après dans des modèles animaux de souris, etc. Donc, il faut que les LDL rentrent, s'oxydent, activent la paroi vasculaire et commencent l'inflammation. Et maintenant, il faut qu'on... Tout ça, c'est tout au début. Et là, des connaissances énormes sur le rôle de l'inflammation dans l'activation du système de la paroi vasculaire et dans la formation des lésions. Donc, je vous parlais des molécules oxydées. Ici, tous les types d'oxydation possibles, malondialdéhyde, oxydase phospholipides, des hydroxynonénales, etc. Il y a plein de types de modifications qui peuvent arriver à ces apolipoprotéines, mais également aux membranes cellulaires, parce que les membranes cellulaires sont riches en phospholipides qui s'oxydent, etc. Donc, par exemple, les membranes des cellules qui se transforment, qui meurent par apoptose, exposent à leur surface des épitopes qu'on appelle comme ça modifiés qui ressemblent beaucoup à ces épitopes oxydés et qui activent le système immunitaire. Et donc ces épitopes oxydés-là activent la paroi vasculaire. Une fois qu'elles sont dedans, activent les cellules endothéliales, ça c'est la lumière vasculaire, activent les cellules endothéliales, activent les cellules musculaires lisses. Ces cellules vasculaires commencent à exprimer des molécules d'adhérence parce qu'en fait elles les activent par des récepteurs en activant sur leur surface, sur la surface des cellules, des récepteurs de l'immunité innée. Et ces récepteurs sont de types très très variés. Il y a ce qu'on appelle des récepteurs éboueurs, des scavenger récepteurs comme le CD36, le SRA, etc., des toll-like récepteurs qui sont impliqués aussi dans l'immunité innée. Et tous ces récepteurs-là reconnaissent ces modifications. Et donc activent les cellules endothéliales, cellules musculaires lisses, cellules monocytaires macrophagiques, etc. Donc au départ, ce qui se passe, c'est que les lipides s'oxydent, activent les cellules endothéliales, expriment des chimiokines, on appelle, et des molécules d'adhérence qui attirent ces monocytes qui sont dans le sang et qui les font rentrer dans la paroi. Et au départ, ces monocytes rentrent dans la paroi, se transforment en macrophages pour éliminer ces lipides oxydés. Hein? On pourrait penser que si on éliminait les macrophages de la paroi artérielle, ce serait quelque chose de très mauvais, parce qu'en fait, les lipides s'accumulent, s'oxydent, attirent les monocytes macrophages, mais les macrophages au départ sont là pour essayer de clearer, de nettoyer le tissu, hein, des lipides oxydés. Donc on pourrait dire qu'ils auraient un rôle, que ces cellules auraient un rôle protecteur. Au départ, c'est probablement vrai, mais ce qui se passe, c'est que cette activation, elle s'auto-entretient. Plus on active des toll-like récepteurs et des scavenger récepteurs, et des mécanismes de stress du réticulum endoplasmique, plus on active l'inflammation, et il y a un cercle vicieux, plus ça fabrique des cytokines inflammatoires, plus ça active les vaisseaux, et plus ça fait rentrer, ça diminue, ça augmente la perméabilité du vaisseau, et ça fait rentrer des lipides, etc. Et donc le système s'enclenche. Mais au départ, oui, on a tendance à dire que c'est un phénomène qui pourrait être bénéfique. Mais pareil, les cellules musculaires lisses, on ne les a pas mis ici, mais peuvent migrer là et essayer de commencer à réparer la paroi vasculaire, et elles ont un rôle, en fait, quelques-uns réparateurs. Mais ça s'enclenche assez vite, et l'un des facteurs dont Alain Fischer vous en a parlé tout à l'heure, qui est très important, qu'on pense être important dans l'inflammation à partir de l'immunité innée, est ce complexe d'inflammasome activé par un NLRP3 qui fabrique des cytokines. Ici, c'est lié à l'α-bêta, mais je vais vous montrer qu'il fabrique autre chose. Et donc, c'est ce que les gens actuellement ont essayé en bloquant cette cytokine interleukine bêta. Je ne vais pas m'étendre parce que Alain vous a montré. Et ça, c'est un anticorps spécifique qui, vous voyez, quand il est donné aux gens avec maladie coronaire, il diminue d'une façon dose-dépendante à différentes doses la CRP, les marqueurs de l'inflammation, sans toucher aux lipides. Hein. Donc là, c'est une sorte de proof de concept. Est-ce qu'on peut diminuer l'inflammation et agir sur la maladie athéromateuse sans toucher les lipides? Oui, la réponse est oui, en quelque sorte.
il y a une réduction significative des événements cardiovasculaires, et cette réduction, elle est plus importante que la diminution de la CRP est importante. Cette étude-là montre que plus vous réduisez la CRP, ici en rouge, violet, ce sont les gens qui ont eu une réduction importante de la CRP, et vous voyez, leur risque cardiovasculaire diminue d'autant plus, et pas uniquement les infarctus, mais également la mortalité cardiovasculaire qui diminue. Mais il y a un risque à ça, c'est qu'ils ont plus d'infections, et donc il faut traiter probablement, pour moi c'est une étude de preuve de concept, comme quoi targeter ou essayer de traiter l'inflammation peut être bénéfique dans l'athérosclérose, mais maintenant il faudrait aller essayer de traiter d'une façon un peu plus détaillée et spécifique ce qui se passe à l'intérieur. Et je vais vous montrer ce qui se passe maintenant. C'est qu'à part l'IL-1β, là on a bloqué ça. Bon, on pourrait essayer de bloquer en fait ce système-là directement, le NLRP3. Et en fait, il y a maintenant des gens qui sont en train de développer des thérapeutiques d'inhibition de NLRP3. C'est un complexe énorme qui est activé. Il est là, le complexe. Il est associé avec d'autres complexes moléculaires pour activer des enzymes qui vont cliver l'interleukine 1 et l'interleukine 18 en interleukine 1 active et interleukine 18 active. Donc il n'y a pas que l'IL1, il y a aussi l'IL18. Et d'ailleurs, mon laboratoire, ici je ne vais pas vous le montrer, mais il y a très longtemps, nous avons montré que l'IL18 est une cytokine impliquée dans l'athérosclérose. Et en se basant sur nos résultats, l'équipe de François Cambien à l'époque et de Laurence Thierry ici en France ont montré que des variants génétiques qui contrôlent les taux d'IL-18 ou le récepteur à l'IL-18 sont liés d'une façon causale à la maladie atheromateuse. Donc c'est un mécanisme important à essayer d'inhiber pour voir ce que ça donne sur la maladie atheromateuse. Et il est activé par plusieurs moyens. Soit il lui faut deux signaux en gros, un signal de priming, un signal d'activation. Il implique beaucoup de signaux de signalisation intracellulaire, de perte de stabilité lysosomale, d'activation de la mitochondrie et de génération d'espèces réactives de l'oxygène, et pour aboutir à son activation. Mais en fait, on sait, maintenant on a beaucoup plus d'informations détaillées sur comment ce NLRP3 est activé. Et par exemple, une étude dans mon laboratoire a montré, on sait qu'il a besoin de tout ce complexe-là, qu'il a besoin d'être ensemble pour s'activer, de se mettre ensemble. Mais on savait pas où. On savait qu'il a besoin de se mettre ensemble. Et regardez, il se met, quand il est activé, il se met en quasiment un point dans la cellule. Mais personne, il y a quelques années, personne ne savait où il est formé ce point-là et pourquoi et comment il va à ce point-là. Quelle est cette structure-là? Et nous avons découvert que cette structure, en fait, c'est ce qu'on appelle l'organisateur des microtubules, du centre on appelle ça MTOC, le Microtubule Organizing Center. C'est le centre qui organise les transferts de molécules à travers le microtubule. Et en fait, cette molécule, cette kinase-là, elle lie directement NLRP3, c'est ce qu'on a montré. Elle le fait transporter vers la mitochondrie pour qu'il soit activé par les réactifs oxygénés et à l'appareil de Golgi. Et finalement, il arrive à ce mTOC pour se rassembler et être activé. Et quand on inhibe cette kinase, vous voyez que ce point-là d'ancrage, qu'on appelle SPEC en anglais, qui est indispensable pour l'activation, n'est plus vraiment un vrai point, hein, ça devient beaucoup plus large et mal formé. Et ça diminue d'une façon très, très drastique la formation, la production d'IL-1β. Et dans un modèle d'athérosclérose chez la souris, qui est ici les plaques d'athérosclérose, on les marque à l'huile rouge, hein, c'est du gras. Et vous voyez qu'il y a une diminution, quand on inhibe ce facteur-là, il y a une diminution. Et maintenant, on est en train de développer, par exemple, un peptide qui inhibe l'interaction entre ce MARC4, cette kinase, et le NLRP3. Donc, ils inhibent l'interaction entre les deux. Et on espère comme ça diminuer l'activation de l'inflammasome et peut-être agir sur la maladie athéromateuse. Ça, ce sont des moyens. Alors, l'autre chose qui est la plus importante et dont je vous ai parlé, hein, je vous ai parlé de corps nécrotique. Et la façon dont ce corps nécrotique se forme et l'importance de ce corps nécrotique dans la complication de la lésion est très importante. Et je vous ai dit, donc, ces cellules qui s'activent, ces macrophages, les cellules musculaires lisses qui s'activent et fabriquent des cytokines, finissent par mourir.
Certains d'entre eux en ont un. Et elle meurt par apoptose. Et quand elle meurt par apoptose, elle exprime des facteurs à leur surface. Par exemple, les phospholipides anioniques, je vous ai dit, sont impliqués dans la formation de ce thrombus-là et dans l'activation du facteur tissulaire quand la plaque rompt. Mais donc on sait qu'il ne faut pas laisser ces cellules mortes à l'intérieur de la lésion, il faut les éliminer. Et ce mécanisme s'appelle efférocytose, ce mécanisme de clairance. Donc on a besoin d'éliminer, dès que les cellules meurent, on a besoin de les éliminer. Et en fait la nature, elle a beaucoup de moyens pour éliminer des cellules apoptotiques, parce qu'en fait, des cellules apoptotiques meurent, il y en a tous les jours des milliards de cellules qui meurent par apoptose et sont éliminées rapidement par un mécanisme qui n'induit pas une inflammation. Dès qu'elle meurt par apoptose, il y a une autre cellule phagocytaire qui vient de la phagocyter, parce qu'il y a des signaux de reconnaissance qu'on appelle eat me, mange-moi, et elle se fait manger, et il y a des systèmes de répulsion qui sont down-régulés pour que la cellule soit éliminée du tissu. Et ce qui se passe dans l'athérosclérose, et je vais vous montrer deux exemples, c'est que ces mécanismes de mange-moi, eat me, ou de répulsion sont très altérés, et que la cellule apoptotique n'est pas éliminée du tissu, et finalement elle finit par nécroser, et elle induit de l'inflammation de plus en plus. Alors, voici un exemple. Voici, sur la même figure, cette cellule qui est morte par apoptose, elle exprime des molécules à la surface, des molécules qui disent à l'autre cellule phagocytaire « mange-moi ». Et ces facteurs-là sont très importants dans l'élimination de ces cellules. Et si on détruit ces facteurs-là, on change d'une façon drastique l'inflammation dans la plaque d'athérosclérose et le développement des plaques. Voici un exemple de ce facteur-là, il est appelé MFGE8. Donc il fait le pont entre des molécules qui s'expriment comme les phospholipides anioniques qui s'expriment à la surface des cellules apoptotiques et des intégrines sur les cellules phagocytaires pour éliminer la cellule apoptotique. Donc ce qu'on a fait, nous, il y a plusieurs années, on a détruit ce facteur-là pour voir si c'est vrai et qu'est-ce que ça fait sur l'athérosclérose. Donc on a détruit ce facteur-là, MFGE8. Donc ça, c'est une souris qui a ce facteur-là, et ça, c'est une souris qui n'en a pas. Et vous voyez, ça, c'est l'huile rouge, les plaques d'athérosclérose chez la souris. Vous voyez, une augmentation considérable quand il n'y a plus ce facteur-là. Une augmentation considérable de la plaque. Ça, au même taux de cholestérol, elles ont le même taux de cholestérol chez ces souris. Et en fait, regardez, ça, c'est un marquage des cellules mortes par apoptose. Et vous voyez que là, on ne les voit quasiment pas parce qu'elles sont éliminées rapidement, alors que là, elles s'accumulent d'une façon drastique dès qu'on enlève ce facteur-là. Et ça induit énormément d'inflammation et ça fait progresser les plaques. Et donc ça, c'est un facteur qui s'appelle mange-moi. Quand il n'est pas là, c'est pas bon. Et on sait que dans la progression de la plaque d'athérosclérose, ce facteur-là diminue. Et il y a d'autres chercheurs qui ont montré qu'il y a des facteurs en fait, de répulsion qui disent aux phagocytes « non, ne me mange pas ». Et en fait, ces facteurs-là sont uprégulés, sont augmentés dans l'athérosclérose. Donc quand la cellule meurt par apoptose, elle ne diminue pas ces facteurs de répulsion. Et un de ces facteurs de répulsion, c'est ce facteur-là qui s'appelle CD47. Quand il est exprimé sur la cellule, quand il n'est pas diminué sur la cellule morte, elle ne peut pas être mangée. Elle est repoussée. Et donc, elle finit par nécroser. Et en fait, ces chercheurs-là ont donné un anticorps, anti-CD47, pour bloquer ce facteur-là et pour que la cellule ne le voit plus et qu'elle soit éliminée. Et en fait, oui, vous voyez, ça c'est les plaques d'athérosclérose en rouge. Quand on donne l'anticorps, les plaques diminuent. Et en fait, le corps nécrotique qui est là diminue d'une façon drastique. Et ça, c'est des médicaments qui sont maintenant en cours de développement. Alors bon, l'anti-CD47, il a quelques effets indésirables ailleurs, mais ce sont des techniques pour dire, voici les voies les plus importantes. Mon but là, c'est de vous montrer les voies les plus importantes qui sont impliquées dans la progression des plaques, à même taux de cholestérol. Ça veut dire que ces médicaments, on pourra les donner en plus des statines, en plus des inhibiteurs de PCSK9, pour agir sur tout ce qui se passe entre les facteurs de risque et les étapes terminales. Et vous voyez, en fait, ces facteurs-là, comme MFGE8, non seulement il est impliqué dans cette clearance, dans cette efférocytose, mais en même temps inhibe l'inflammasome, là, dont je vous ai parlé. Donc il agit à plusieurs niveaux. Ça, on l'a montré il n'y a pas très longtemps dans un papier, comme quoi ce facteur-là, il est bon pour éliminer les cellules mortes, mais en même temps qu'il élimine les cellules mortes, il inhibe un facteur inflammatoire important pour diminuer l'inflammation.
Tout ça, ce sont des mécanismes de protection qu'il faut qu'on active pour essayer de limiter le développement de la plaque d'athérosclérose. Et donc, quand la cellule apoptotique est morte et elle n'est pas éliminée, eh ben, elle devient ce qu'on appelle secondairement nécrotique. Elle devient nécrotique, elle élimine tous ses produits, etc. Et parmi ces produits, il y a des facteurs qui sont reconnus là aussi par des récepteurs de l'immunité innée. Et tout est hyper bien contrôlé, donc il n'y a rien qui se passe au hasard. Donc là, la cellule morte, elle libère ces facteurs-là, comme ça, ce sont des facteurs du ribosome, du ribosome, ça c'est des facteurs du cytosquelette, par exemple, de la cellule, qui sont reconnus par des récepteurs spécifiques de l'immunité innée qui activent ces récepteurs. Et donc, simplement pour vous donner un exemple, on a travaillé ces dernières années beaucoup sur ces récepteurs-là, et on a voulu voir si l'activation de ces récepteurs-là est impliquée aussi dans la formation des plaques. Eh bien, oui. Par exemple, je vous donne un exemple de ce récepteur qui s'appelle CLEC4E, un C-type lectin receptor, qui reconnaît des cellules nécrotiques. Et ce récepteur-là, il est exprimé dans les parois d'athérosclérose, que ce soit chez l'homme ou chez la souris. Et quand on l'élimine, là, c'est une souris qui n'a pas l'expression de ce récepteur-là sur les cellules monocytaires et macrophagiques. Et vous voyez toute cette plaque d'athérosclérose ici que vous voyez en rouge-brun, là, qui sont diminuées. Ça, ce sont des quantifications. Et en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on sait exactement les mécanismes par lesquels ces récepteurs activent l'inflammation. Ici, par exemple, ils activent ce qu'on appelle le stress du réticulum endoplasmique qui fait fabriquer des cytokines inflammatoires pour augmenter la taille des plaques. Vous voyez que quand on inhibe des facteurs de ce stress réticulum endoplasmique, comme ici, on appelle des molécules qu'on appelle CHOP ou IRE1-alpha, on diminue d'une façon drastique l'inflammation. Donc ce sont des facteurs très inflammatoires. Et finalement, vous voyez, quand on regarde, ces macrophages fabriquent des cytokines inflammatoires, meurent, il y a un défaut de clearance de ces cellules mortes qui activent l'inflammation, deviennent secondairement nécrotiques. Ces nécroses réactivent l'inflammation. Et en fait, réactive l'inflammation, mais on a montré aussi qu'elle réactive la prolifération des macrophages dans la paroi. Et tout ça, c'est un cercle vicieux extraordinaire qu'il faudrait bloquer pour essayer de diminuer tout ça. Ce qui est aussi très, très intéressant, c'est que ce récepteur, par exemple, là, sur lequel on a travaillé, il n'est pas seulement activé par des cellules nécrotiques, mais il y a une équipe japonaise qui a montré que chez l'homme, il pourrait être activé directement par les cristaux de cholestérol eux-mêmes. Donc vous voyez l'intervention de tout ça en même temps dans ce noyau nécrotique qu'on appelle nécrotique qui active ces phénomènes inflammatoires gigantesques pour aboutir à la formation des plaques. Et donc tous ces facteurs-là ne sont pas traités pour le moment. Hein, il y a plein de choses à faire. Donc voici pour l'immunité innée. Je ne sais pas combien de temps j'ai pris pour l'immunité innée. Très bien. Vous avez des questions sur l'immunité innée ou qu'est-ce que je fais? On fait tout. Donc, ça, c'est l'immunité innée. Alors après, il y a l'immunité adaptative. Alors, et là aussi, je vais vous donner des exemples des lipides modifiés qui sont oxydés, d'accord, pour rester sur le même schéma. Ces lipides oxydés qui sont reconnus par le système, par des récepteurs de l'immunité innée qui sont là, ces récepteurs-là les font rentrer dans les cellules, d'accord ? Et donc, elles induisent l'inflammation. Et dans certains types cellulaires qu'on appelle des cellules présentatrices d'antigènes, antigen presenting cells, il va y avoir une sorte je ne sais pas ce qu'on appelle loading, ces apolipoprotéines sont dégradées dans des systèmes de phagolysosomes et qui sont associés à des molécules d'histocompatibilité, du système majeur d'histocompatibilité. Et quand elles sont associées au système majeur d'histocompatibilité, là, elles peuvent être reconnues par des lymphocytes et présentées à des lymphocytes. Alors, elles peuvent être présentées à des lymphocytes d'une façon qu'on appelle tolérogène, ça veut dire en induisant des réactions anti-inflammatoires, ou d'une façon activatrice pour activer le système immunitaire. Tu as parlé de tout ça. Donc, ce qu'on sait, c'est que dans l'athérosclérose, il y a des antigènes qui viennent de ces apolipoprotéines
sont associés au complexe majeur d'histocompatibilité et sont présentés lymphocytes T qui sont activés et qui donnent de l'aide aux cellules B, aux lymphocytes B, pour leur faire produire des anticorps. Et en fait, chez les patients, avec maladie athéromateuse ou sans maladie athéromateuse, on peut détecter des anticorps dirigés contre ces modifications lipidiques. Et ces anticorps, le taux de ces anticorps dirigés contre des épitopes qui viennent des apolipoprotéines sont associés plus ou moins aux maladies cardiovasculaires. Donc on sait que toute cette immunité adaptative est activée chez l'être humain. Ce qu'on ne sait pas pour le moment, et ce qu'on essaye d'étudier, c'est quels sont les facteurs qui agissent du début à la fin. Et là, vous allez voir que c'est une représentation très, très caricaturale et simpliste, parce qu'il y a plein de types de cellules présentatrices d'antigènes différentes. Il y a beaucoup de types de lymphocytes T différents, beaucoup de types de lymphocytes B différents, et chacun de ces types cellulaires a des fonctions bien précises qu'il faudra comprendre pour essayer de moduler d'une façon très précise la plaque d'athérosclérose. Mais je vais vous expliquer en général ce qu'on sait pour le moment. Donc voici ce que je vous ai expliqué sur la présentation d'antigènes. La cellule, ces lipides modifiés sont pris en charge par des cellules présentatrices d'antigènes. Elles induisent une signalisation cellulaire. Elles sont associées à des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, soit de type 2, soit de type 1, qui activent des cellules lymphocytaires qui sont spécifiques du complexe peptide MHC qui va leur être présenté et qui les activent. En fait, ce qui se passe dans le système athéromateux, c'est que ces lipides modifiés sont reconnus comme du non-soi, en général, parce qu'ils sont reconnus dans un environnement inflammatoire, et cette activation de cellules présentatrices d'antigènes fait en sorte que la présentation est activatrice des lymphocytes et induit leur différenciation vers un type qu'on appelle des types helper, qui développent des cytokines inflammatoires. Comme si elles étaient reconnues comme du non-soi. Il y a eu une modification. Et donc, elles activent des lymphocytes T, ici CD4, ou des lymphocytes T CD8. Et on sait que dans l'athérosclérose, l'activation des lymphocytes T CD4 qui fabriquent des cytokines inflammatoires de type interféron gamma sont très athéromateuses. Comment on a su ça? Parce qu'on a pris des souris qui développent des maladies athéromateuses, on les a empêchés de produire l'interféron gamma, on a vu qu'il y a une réduction de la maladie, de la formation des plaques d'athérosclérose. Ou on a empêché la formation complète de ces T qu'on appelle TH1 en éliminant ce facteur-là de circonscription Tibet qui est important pour leur génération, et on a vu qu'il y a une diminution de la plaque d'athérosclérose. On a pris des souris qui n'ont plus cette cytokine-là IL-12 ou qui ont des modifications de l'IL-23 qui activent d'autres types de lymphocytes, et on a vu qu'elles modifient la formation de plaques d'athérosclérose. Donc on sait en détail dans les modèles animaux ce qui se passe, que ces facteurs-là, ces lymphocytes T, en particulier de type TH1, sont des lymphocytes T pro-athérogènes et qu'il faudrait bloquer cette fois-ci pour essayer de diminuer la plaque d'athérosclérose. Mais de nouveau, comme il se passe avec l'anti-L1-bêta, ce serait peut-être un peu... il y aurait des effets indésirables, bien sûr, si on bloque complètement l'interféron gamma, parce qu'en fait, ce sont des cytokines qui ne sont pas impliquées aussi seulement dans l'athérosclérose, mais elles sont impliquées dans d'autres phénomènes, dans la réponse aux infections, etc. Donc, on ne voudrait pas bloquer quelque chose qui agit sur plein d'autres facteurs que l'athérosclérose. Donc, l'important ici, c'est d'essayer de comprendre comment ces antigènes-là sont pris en charge par la cellule, quel type de cellule les prend en charge pour les présenter d'une façon spécifique, et quels sont les types de cellules T qui sont spécifiques d'antigènes qui est responsable qui est associé à la maladie d'athéromateuse pour essayer de modifier la maladie d'une façon assez spécifique. Mais il faut plusieurs étapes de compréhension pour arriver à ce stade-là. Et là, je vais vous montrer quelques exemples. Par exemple, nous, maintenant, on est en train de détailler la compréhension du type cellulaire qui est important dans la présentation d'antigènes pour induire des TH1 ou des TH1 pour le moment. Et regardez, quand on regarde ça, il y a plein de
il y a plein de types cellulaires qui pourraient présenter l'antigène. Il y a des cellules qui proviennent des monocytes, il y a des cellules qui proviennent de progéniteurs de cellules dendritiques. Parmi les cellules dendritiques qui présentent l'antigène, il y a différents types de cellules dendritiques. Donc, il y a des connaissances énormes pour essayer de disséquer toutes ces voies et essayer de comprendre comment la présentation d'antigènes se fait dans le cas d'athérosclérose. Alors, il y a des gens qui ont montré que si on modifie ce facteur-là qu'on appelle FLT3 ligand, on modifie la plaque d'athérosclérose. Mais ce qu'on est en train de faire actuellement, ce facteur-là, il est important pour l'ensemble des cellules dendritiques. Et ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'essayer d'empêcher de diminuer, enfin d'éliminer ou de modifier d'une façon sélective chacun de ces facteurs de transcription qui est important pour chacun des types de cellules dendritiques pour essayer ce qui se passe dans l'athérosclérose. Un exemple, par exemple, ici, on sait que ce facteur IRF8 est important dans la formation de ce type de cellules dendritiques. Et récemment, on l'a diminué dans l'athérosclérose. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par savoir comment on fait. En fait, on fait des études assez poussées. On prend l'aorte de la souris. Maintenant, on est en train de faire ça chez l'homme. Si vous voulez, on peut parler de l'homme après. Mais on a commencé chez la souris, donc on prend l'aorte, on digère l'aorte, on isole toutes les cellules, on peut les caractériser par des systèmes de cytométrie en flux. Maintenant, il y a des technologies très très poussées. On peut séquencer, on peut isoler cellule par cellule, séquencer le génome entier de chaque cellule. C'est ce qu'on est en train de faire, d'autres personnes sont en train de le faire. Donc on peut reconstituer la plaque à l'échelle moléculaire. On sait reconstituer, donc on appelle ça des transcriptomiques spatiales. Donc en même temps, on peut savoir cellule par cellule d'où elle vient dans le tissu et analyser son génome entier et l'interaction avec les autres cellules. C'est des choses formidables qu'on peut faire maintenant. Donc on veut le faire maintenant chez l'homme. On commence à le faire chez la souris, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ça, ce sont des exemples comment on utilise des marqueurs très spécifiques pour essayer de marquer les macrophages. Ici, ce sont les différents types de cellules dendritiques. Avec des marqueurs, ce qu'on appelle des fate mapping, on sait exactement quelle est l'origine embryonnaire de chaque cellule. On sait par exemple que les cellules vertes viennent d'un progéniteur particulier qui donne naissance à des cellules dendritiques, qu'ils expriment des facteurs de transcription particuliers. Et donc, je vous étais en train de parler de ce facteur IRF8 qui est exprimé ici d'une façon majoritaire dans ce type de cellules dendritiques, mais pas dans les autres. Et donc, on peut le déléter. Et quand on le délète, on diminue le nombre de cellules dendritiques, on diminue l'expression des cellules dendritiques qui expriment du MHC classe 2, par exemple. Vous voyez, on sait exactement que les cellules qui sont parties, ce sont uniquement ces cellules-là. Donc on peut agir d'une façon très, très détaillée et sélective sur les cellules pour savoir ce qu'elles font. Et quand on délète ces cellules-là, on diminue l'activation du système immunitaire. Ici, par exemple, on diminue l'activation des lymphocytes T par des marqueurs qu'on connaît. On diminue la production de cet interféron gamma dont je vous ai parlé ici d'une façon significative. Et quand on regarde les plaques d'athérosclérose, on diminue la plaque d'athérosclérose chez la souris, que ce soit à différents endroits. Vous voyez les plaques rouges ici qui diminuent quand on élimine ce facteur. Donc on peut agir d'une façon très très détaillée sur ces phénomènes-là, et on est en train de regarder l'ensemble de ces cellules dendritiques. Donc ça, c'est pour l'activation de l'immunité pro-athérogène qui induit l'inflammation. Hein. De nouveau, le schéma récapitulatif, ces antigènes-là sont processés par les cellules présentatrices d'antigènes, présentées au T. Ce type de T, TH1, qui produit de l'interféron gamma, il est pro-athérogène. Mais heureusement qu'il y a des facteurs qui contrôlent tout ça. Quand vous vous blessez, au départ, il y a de l'inflammation, mais après, il y a une réparation. Et heureusement, dans la plaque d'athérosclérose, ça se passe comme ça. Sinon, tout le monde mourrait d'athérosclérose à l'âge de 25 ans. Hein. Donc, heureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a des facteurs de régulation qui se mettent en place pour retarder le développement des plaques et l'activation des plaques. Et ça, c'est un autre versant qui nous intéresse beaucoup pour essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui empêchent ces facteurs de pro-athérogènes d'agir. En fait, au départ, quand on a commencé à travailler,
tout le monde était intéressé par ces facteurs pro-hétérogènes, et avec Alain Tedgui, on s'est dit pourquoi tout le monde est intéressé par les facteurs pro-hétérogènes? On pourrait voir s'il y a des facteurs anti-hétérogènes, et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur l'athérosclérose, en disant que ce parallèle-là doit exister, sinon tout le monde mourrait très rapidement de maladie d'athérosclérose. Et en fait, ce qu'on a découvert en pensant ça, que ces facteurs pro-hétérogènes sont contrôlés. Ces lymphocytes T, par exemple, TH1, ont un pendant anti-inflammatoire qu'on appelle des lymphocytes T régulateurs et qui sont activés par d'autres cellules dendritiques sur lesquelles on est en train de travailler actuellement. Et ces lymphocytes T régulateurs, quand elles voient l'antigène présenté sur les peptides MHC, ça active une réaction anti-inflammatoire. Ça produit des cytokines anti-inflammatoires au lieu de produire des cytokines pro-inflammatoires. Et on a beaucoup travaillé avec beaucoup d'autres experts mondiaux sur le rôle de ces lymphocytes T régulateurs dans l'athérosclérose. Donc si vous prenez une souris, vous lui éliminez les T-règles d'une façon courte, vous pouvez augmenter le développement de la plaque d'athérosclérose. Il n'y a pas que ça qui augmente parce qu'elle développe des maladies auto-immunes, mais en même temps, elle augmente d'une façon considérable le développement des plaques d'athérosclérose. Et si vous la reconstituez de nouveau en lymphocytes T régulateurs, vous diminuez la taille des plaques d'athérosclérose. Et en fait, on travaille maintenant sur les mécanismes par lesquels on peut activer et promouvoir ce mécanisme protecteur endogène pour essayer de limiter la progression des lésions. Et en fait, tout ça, ça n'est pas vrai que chez les souris. Simplement pour vous montrer que ça existe aussi chez l'homme, par exemple, ces T régulateurs sont leur taux est diminué dans le sang des malades avec syndrome coronaire instable. Ça, ce sont des malades contrôle, par exemple. Ça, ce sont des malades qui ont fait un infarctus. Et vous voyez que leur taux de Treg est diminué, leur fabrication de cytokines est diminuée. Et donc, ça, ce sont des choses qui existent chez l'homme. Et le taux de Treg dans le sang chez l'homme est lié aux événements cardiovasculaires 10 ans plus tard. Donc, c'est quelque chose d'assez prédictif de la survenue d'accidents cardiovasculaires. Et donc, on a réfléchi au fait qu'il faudrait promouvoir cette voie-ci. Donc, il y a, comme vous avez vu avec l'étude CANTOS et l'IL1-bêta, il y a des gens qui s'occupent d'inhiber les facteurs pro-inflammatoires et pro-hétérogènes. Et il faudrait, on pense, aussi s'occuper de promouvoir les facteurs anti-inflammatoires et anti-hétérogènes pour essayer de diminuer la maladie. Donc, comme je vous ai dit, la façon la plus subtile et la plus intéressante et qui aurait l'effet le moins désirable sur d'autres événements, ce serait de moduler la réaction d'une façon spécifique d'antigène, et spécifique dans un antigène qui est impliqué dans la plaque d'athérosclérose, comme les lipides modifiés, les lipoprotéines modifiées, par exemple. Et l'idée, c'est de passer d'un état de réaction quasi auto-immunitaire, parce que quand même les lipides modifiés, c'est quand même, ça reste nous, hein, c'est les lipoprotéines du soi qui sont modifiées, qui ont induit un problème d'auto-immunité et qui sont importants dans le développement de la plaque d'athérosclérose. Donc, essayer de promouvoir ces Treg pour d'une façon spécifique d'antigène et diminuer la plaque d'athérosclérose. Mais pour faire ça, on sait très bien le faire chez la souris, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, chez les souris, on a identifié des antigènes qui promeuvent la maladie, et si on, par des astuces de tolérisation, la façon dont on introduit l'antigène pour induire plutôt une désensibilisation, une tolérisation, on essaye de fabriquer, on arrive à fabriquer des lymphocytes T régulateurs spécifiques de l'antigène, de l'ApoB, des peptides d'apolipoprotéine 100, et on diminue l'inflammation et la maladie atheromateuse. Alors, mais notre connaissance de ces antigènes, de ces épitopes chez l'homme est zéro, nulle. Donc c'est pour ça que j'étais en train de dire que maintenant nous sommes en train de passer et on ne peut pas déduire ça de l'animal, parce que tout être humain est unique dans sa réaction adaptative, et nous avons besoin qu'il exprime des complexes majeurs d'histocompatibilité qui sont différents, et donc on est obligé d'aller chez l'homme pour essayer de savoir quels sont les peptides présentés dans quel contexte de complexes d'histocompatibilité, pour essayer de voir quelles sont les voies de l'immunité adaptative à faire.
Et maintenant, c'est possible. Je vous ai dit qu'on séquence cellule par cellule. Donc, on peut séquencer tous les lymphocytes T, on peut séquencer les lymphocytes B, voir leurs récepteurs, on peut isoler les peptides MHC classe 2 des complexes, les éluer et voir quels peptides sont présentés, etc. Donc, il y a des avancées considérables. En attendant tout ça, parce que ça va venir un jour, on s'est dit peut-être qu'on pourrait essayer quelque chose d'autre en attendant. Et ce qu'on est en train d'essayer, c'est ça. On sait par exemple qu'on peut modifier les lymphocytes T régulateurs d'une façon assez spécifique. Pas 100% spécifique, mais assez spécifique par rapport à d'autres types de lymphocytes T. Les lymphocytes T qui sont effecteurs, pro-hétérogènes, etc. Et ça, on a pris ça des grands immunologistes. La cytokine interleukine 2. L'interleukine 2, c'est une cytokine formidable. Et vous voyez, maintenant, elle est donnée en thérapeutique chez l'homme dans le cadre du cancer rénal métastatique. Parce qu'en fait, elle est donnée dans le cancer rénal métastatique à des doses très importantes pour activer les lymphocytes T qui vont essayer d'activer une immunité contre la tumeur et détruire la tumeur. Il y a eu des prix Nobel de médecine la dernière année sur le fait que les cellules cancéreuses interagissent avec le système immunitaire et que maintenant on a des thérapies qui visent le système immunitaire pour essayer d'augmenter la réaction du système immunitaire contre la tumeur, parce que la tumeur, tout ce qu'elle fait, c'est de diminuer la réaction du système immunitaire contre elle pour qu'elle ne soit pas éliminée. Et donc, il y a eu des découvertes importantes du rôle du système immunitaire dans l'élimination des tumeurs. Et maintenant, on traite les malades, en tout cas certains malades avec des cancers, avec des thérapies qui augmentent l'activation du système immunitaire pour éliminer les cellules tumorales. Et bien, ça, par exemple, l'IL-2 à des doses fortes, c'est ce qu'elle fait avec d'autres effets indésirables dans le cancer rénal métastatique. Et ces données, je ne sais pas si elle est toujours utilisée, mais en tout cas, elle était introduite comme ça. Mais en fait, pourquoi? Parce que c'est ce que je vous ai expliqué, à des doses très fortes. Ici, ça c'est l'IL-2, ça c'est une phosphorylation de stade 5. Ça c'est un marqueur d'activation des lymphocytes. Quand il est phosphorylé, il est activé. Et vous voyez, quand on prend les T effecteurs, les lymphocytes T qui sont pour nous pro-hétérogènes, pro-tumoraux, antitumoraux, mais pro-hétérogènes, ces lymphocytes T effecteurs sont activés par l'IL-2, à des doses très, très importantes. Là, il faut par exemple 1000 unités internationales par millilitre pour bien activer les lymphocytes T effecteurs. Ce qui est génial là, c'est que vous prenez la même IL-2, mais à des doses 1000 fois moins fortes. Il suffit de 1 unité par millilitre pour activer les Treg. C'est pas génial ça? Moi, je trouve ça intéressant. Et avec des doses beaucoup moins fortes, vous activez les Treg sans activer du tout les T effecteurs. Et ça a été utilisé, c'est maintenant utilisé. Et vous voyez que là, par exemple, ces doses fortes d'IL-2 n'activent pas du tout, n'augmentent pas du tout les Treg, alors que ici, les petites doses d'IL-2 augmentent les Treg. Et donc, il y a pas mal maintenant ce principe de low dose IL-2. Il commence à être appliqué dans pas mal de maladies auto-immunitaires, comme le lupus, comme le diabète. Ici, en France, David Klatzmann, par exemple, il est en train de le promouvoir, de faire des essais cliniques dans le diabète de type 1, dans les vascularites auto-immunes. Il y a des gens qui travaillent dans le lupus, etc. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas dans l'athérosclérose? Parce que, quand même, je vous ai montré que les Treg sont diminués dans la maladie, qui sont prédictifs d'événements. Donc, on pourrait utiliser l'IL-2 à des doses très faibles pour essayer de promouvoir ces Treg. Et je vous ai montré que les malades avec un angor instable, avec infarctus, etc., ont des taux de Treg très bas. Et on sait que ces taux de Treg sont d'autant plus bas dans les premiers mois entourant cette phase aiguë. Et donc, on s'est dit, c'est ce qu'on va faire. Et en fait, ça le principe, c'est que dans l'athérosclérose, c'est ce que je vous ai expliqué, que ça c'est la plaque d'athérosclérose avec l'inflammation, le thrombus là, et dans cette plaque d'athérosclérose là, il y a très peu de Treg pour réduire l'inflammation. Et donc, si on donnait aux malades des low doses IL-2, des petites doses d'IL-2, on pourrait augmenter le nombre de Treg, réduire l'inflammation et diminuer les événements cardiovasculaires. Alors, je ne vous ai pas parlé de ce autre type de lymphocytes qu'on appelle les innate lymphoid cells type 2, qui produisent des cytokines
de type IL5 et IL13 et qui sont aussi anti-inflammatoires et dont aussi on sait, je ne vous ai pas montré les travaux, mais nous avons montré récemment que ces types de cellules lymphocytaires sont aussi déficitaires dans l'athérosclérose et sont protecteurs, donc il faudrait aussi les promouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IL2 peut faire les deux. Elle stimule les Treg, et ce qui est incroyable, c'est qu'elle peut stimuler aussi les ILC2. Donc ça nous a beaucoup intéressé en disant qu'avec les low doses IL2, on pourrait augmenter à la fois les Treg et les ILC2 et réduire l'inflammation dans l'athérosclérose. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Je ne vais pas vous montrer maintenant, mais on a des essais cliniques. Ça, je suis en train de le faire à Cambridge parce que malheureusement, je n'ai pas eu l'argent ici en France. Donc on a eu l'argent en Angleterre. Et donc, on a déjà commencé. Donc, on a fait une première phase où on a traité 30 malades avec un syndrome avec de la maladie athéromateuse stable, qui n'est pas compliquée encore, pour faire différentes doses d'IL2, parce que dans des petites doses d'IL2, et on peut essayer de différentes doses, pour voir quelles sont les doses les plus importantes pour augmenter les Treg sans augmenter les effecteurs. Et je peux vous assurer qu'on a trouvé une dose, en particulier un range de doses, qui augmente de 150% les Treg, sans toucher aux effecteurs chez ces malades. Et donc là, on est en train de... Oui, c'est très intéressant, donc c'est une preuve de concept biologique pour le moment. Et donc là, on est en train de commencer maintenant la deuxième phase, en traitant des malades avec syndrome coronaire aigu, avec les mêmes différentes doses d'IL2 pour savoir aussi titrer l'IL2. Et après, c'est prévu, on a l'argent, donc ça se fera, de prévu de faire un essai sur voir... Si on traite ces malades avec des petites doses d'IL2, est-ce qu'on arrive à réduire l'inflammation vasculaire? Et on va examiner l'inflammation vasculaire par des techniques d'imagerie comme le FDG-PET, etc., où on sait qu'on peut avoir une idée de l'inflammation qui se passe dans le vaisseau après avoir donné des lots de doses IL2. Donc, et si tout ça est positif, on passera à des essais de phase 3 pour essayer de savoir s'il y a une possibilité de réduire les maladies. Et je vais terminer par... dire quelques mots de ce qui se passe sur les lymphocytes B. Je vous ai dit que les lymphocytes T, vous avez vu qu'elles viennent avec des flavors différents, des pro-hétérogènes, des anti-hétérogènes. Et il y en a qui activent les B. Et d'ailleurs, les B pourraient être activés même d'une façon innée, sans avoir besoin d'aide par les T. J'y viendrai. Et fabriquent des anticorps, mais tout ce qu'on savait pour le moment, dans l'athérosclérose en tout cas, parce que nous, on apprend des immunologistes ce qui se passe et on essaye de comprendre et d'appliquer ça dans la maladie athéromateuse. Mais dans l'athérosclérose, les gens ont au départ été beaucoup intéressés par les anticorps. Et ils ont voulu voir quel est le rôle des anticorps contre les lipides oxydés dans la formation des plaques. Je ne vais pas m'étendre sur ça, mais en gros, maintenant, ce qu'on sait sur le rôle des lymphocytes B, c'est qu'on peut les décomposer entre différents types de lymphocytes B. Les lymphocytes B de type 1, et ça, ce sont des lymphocytes B qui ne sont indépendants des lymphocytes T, qui sont directement activés par des antigènes qui peuvent les activer, comme les lipides oxydés pourraient les activer directement. Et ce sont des lymphocytes de la voie du système inné de l'immunité. Et elles fabriquent des anticorps contre les lipides oxydés, surtout de type IgM. Ce sont des anticorps qu'on appelle des anticorps naturels. Et en fait, elles reconnaissent les lipides oxydés, mais elles reconnaissent beaucoup d'autres épitopes modifiés qui existent sur la surface de bactéries. Par exemple, les épitopes qui existent sur les surfaces du Streptococcus pneumoniae qui donnent des infections pulmonaires, ces anticorps naturels anti-LDL oxydés reconnaissent aussi, par exemple, des bactéries. Et et on sait très bien que quand on est infecté, par exemple, par du Streptococcus pneumoniae, on augmente la fabrication d'anticorps antilipides oxydés de type IgM. Et en tout cas chez la souris, et on est en train maintenant de faire des études avec d'autres personnes, on utilise le vaccin contre le streptocoque pour savoir si on peut augmenter les anticorps IgM ou IgG contre les lipides oxydés chez l'homme. Mais en tout cas chez la souris, ça marche. Et ces anticorps antilipides oxydés, on sait qu'elles sont protectrices, qu'ils sont protecteurs. Et elles inhibent la formation de ces macrophages remplis de lipides qu'on appelle foam cells. Et elles promeuvent la clearance, l'élimination de ces cellules apoptotiques. Donc elles sont protectrices, anti-hétérogènes. Donc il faudrait les promouvoir. Alors qu'il y a d'autres types de lymphocytes B qui sont plutôt activés par l'immunité adaptative, qu'on appelle des lymphocytes
T de type B2, qui peuvent aussi fabriquer des anticorps, plutôt de type IgG, qu'on pense être pro-hétérogènes, parce qu'elles activent des récepteurs comme des récepteurs du FC qui jouent un rôle plutôt pro-hétérogène. Mais leur rôle important pro-hétérogène, c'est plutôt dans la réactivation de l'immunité cellulaire. Elles peuvent représenter l'antigène OT, elles peuvent réactiver des cellules dendritiques et activer cette voie TH1 et être pro-hétérogène. Donc, il faudrait choisir ce qu'on veut cibler pour essayer de réduire la maladie athéromateuse. Soit promouvoir cette voie-là, soit inhiber cette voie-là. Et ça aussi, c'est très simplificateur parce que ces lymphocytes B2 eux-mêmes viennent avec plusieurs types. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils peuvent rentrer dans l'activation du centre germinal pour fabriquer les anticorps. Il y a d'autres types interagissent avec d'autres types de lymphocytes T. Mais on sait que toute cette voie adaptative d'activation de la production d'anticorps adaptative, elle est pro-hétérogène, alors que je vous ai dit que l'autre voie innée d'activation des anticorps, elle est protectrice. Donc on essaye d'agir sur ces voies actuellement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'on est en train de faire maintenant sur ça, et je vais finir par ça, c'est que là aussi, on essaye de voir ce qui existe actuellement comme traitement pour savoir s'il peut être réadapté à la maladie athéromateuse ou pas. Ça, c'est un exemple que dont je n'ai pas détaillé, mais je vous disais par exemple que ce type de B, les B2, il est pro-hétérogène. D'accord ? On sait ça parce qu'on a utilisé différents moyens pour les dépléter, et en particulier un anticorps qui s'appelle anti-CD20, qui est connu, il y a plusieurs anticorps anti-CD20, mais dont le plus connu est le rituximab, qui est donné dans des maladies auto-immunes, qui est donné dans le cancer, dans le lymphome, pour détruire, parce que c'est un lymphome de type B, pour détruire les cellules cancéreuses de lymphocytaires B et les éliminer. Et nous, on a montré qu'en éliminant ces lymphocytes B dans l'athérosclérose avec cet anticorps anti-CD20, vous voyez que ici les lipides dans la paroi, les plaques d'athérosclérose diminuent en diminuant l'activation du système immunitaire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a montré que dans une situation d'infarctus du myocarde, quand il y a un infarctus ici et qu'il y a une ischémie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de débris nécrotiques qui sont activés. On ne sait pas encore comment, mais finissent par activer des lymphocytes B. Et là, les lymphocytes B agissent d'une façon non adaptative par la fabrication une activation innée, et fabriquent des chimiokines. On ne comprend pas très bien ce mécanisme-là, mais on sait très bien que ces lymphocytes B peuvent être activés par ce mécanisme-là d'ischémie et fabriquer des chimiokines qui attirent des monocytes et des macrophages pour entrer dans le tissu infarci et augmenter la taille de l'infarctus et diminuer la fonction cardiaque. Ça, on l'a montré chez la souris, et quand on déplète ces lymphocytes B par du rituximab, on diminue ce phénomène de feedback, et donc on diminue la taille de l'infarctus, on améliore la fonction cardiaque, etc. Et on a montré chez l'homme, les malades qui arrivent avec un infarctus du myocarde, leur taux de chimiokine, par exemple CCL7, est augmenté dans le sang, et ceux qui ont une augmentation de la chimiokine CCL7 dans le sang, qui est en majorité dans ce cas-là est fabriquée par ces lymphocytes B, ont un risque d'événements, de récidive d'événements cardiovasculaires et de mortalité plus élevé. Donc on sait à peu près que ce schéma-là pourrait être intéressant aussi chez l'homme. Et donc on s'est dit, pourquoi on ne déplète pas les lymphocytes B chez les malades qui arrivent avec un infarctus du myocarde. Donc quand j'ai proposé au départ ça aux cardiologues, ils m'ont pris pour un fou. Mais parce que, est-ce que tu as éliminé complètement les lymphocytes B au stade aigu de l'infarctus du myocarde? Je dis, écoutez, les gens font ça dans les maladies auto-immunes, dans le lupus, dans la polyarthrite rhumatoïde, pour inhiber l'inflammation. Donc on va faire un essai. Et pareil, donc on a eu un accord d'éthique, et on vient de finir une phase qu'on appelle une phase 1, phase 2A, de sécurité, qu'on appelle de safety. Donc on a pris des sujets qui arrivent en infarctus du myocarde, ça aussi c'est fait à Cambridge. Ils arrivent en infarctus du myocarde avec une élévation du segment ST, etc. On leur dilate l'artère, on leur débouche l'artère qui est malade, et ils sont stabilisés, et dans les 24 heures, on leur donne du rituximab,
et on regarde la déplétion des lymphocytes B, et on leur donne du rituximab à différentes doses pour essayer de savoir si c'est dangereux, si c'est pas dangereux, etc. Donc voilà, on commence par ça, parce que quand vous regardez le Vidal, le rituximab, il est contre-indiqué chez les malades avec maladie coronaire. Alors vous imaginez les gens avec infarctus du myocarde. Donc il a fallu obtenir un avis d'éthique, etc. Mais quand on regarde pourquoi il est contre-indiqué, on ne sait pas pourquoi. Quand on revoit la littérature, il n'y a aucun signe que le rituximab pourrait augmenter le risque cardiovasculaire. Rien. Donc finalement, on a pu avoir cet accord d'éthique. C'est comme les bêta-bloquants. Vous savez que les bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque, il y a très longtemps, c'était contre-indiqué. Et c'était contre-indiqué pour une raison, parce que quand on donnait des doses élevées de bêta-bloquants, on arrêtait complètement la fonction cardiaque, quasiment. Alors qu'il y a d'autres investigateurs qui se sont dit, à partir d'études mécanistiques, se sont dit non, il faudrait donner des toutes petites doses de bêta-bloquants pour resensibiliser le cœur au système adrénergique, parce qu'en fait, il est complètement désensibilisé. Et maintenant, les petites doses de bêta-bloquants sont un traitement indispensable dans l'insuffisance cardiaque. Si quelqu'un n'a pas de petites doses de bêta-bloquants, c'est qu'il y a un problème, enfin, quand il n'y a pas de vraie contre-indication. Mais vous voyez, on peut changer en fonction de nos connaissances. Donc là, on s'est dit, bon, on va essayer le rituximab, et donc on a fini la première étude de safety. On a 24 malades à différentes doses de rituximab, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Personne n'a fait d'événements, d'effets indésirables, etc. Et tout va bien. Et donc maintenant, on demande de l'argent pour traiter les gens avec rituximab versus placebo dans l'infarctus du myocarde, et pour savoir s'il y a un effet sur la fraction d'éjection et la fonction cardiaque après événement. C'est comme ça qu'on avance petit à petit. Et je n'ai pas fait grand-chose de ça. J'ai discuté avec mes étudiants et avec d'autres chercheurs pour avoir les idées. Et il y a beaucoup de gens qui ont travaillé chez moi, que ce soit à Cambridge. Vous voyez, il y a même à Cambridge des Français, Marc Clément, et à Paris, dans l'équipe avec Alain Tedgui, avec beaucoup de travaux avec Afid Aitoufela et Jean-Sébastien Sylvestre sur l'infarctus du myocarde, et beaucoup de collaborateurs dans le monde. Voilà. Et on ne peut pas travailler sans eux. Merci beaucoup de votre attention.